Bien. Nous allons maintenant, dans cette prochaine scène de cet acte, ouvrir une séquence qui va réconcilier tous ceux qui, comme moi, sont un peu fâchés avec le théorème de Thalès et la constante de Planck. Vous voyez, j'en écorche même les mots. Parce que l'acteur principal de cette scène, eh bien, vous le connaissez, il a le don de nous rendre tout cela limpide et a même réussi le tour de force de faire entrer les sciences à l'Assemblée nationale. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Cédric Villani, mathématicien médaille Fields 2010 et député de l'Essonne. Il va nous parler du rôle des sciences positives dans la nouvelle ère quantique et il est interviewé par Thierry Keller, directeur de la rédaction d'Ouzbek Erika, le média qui explore le futur. Bienvenue messieurs, installez-vous. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, on va essayer en 12 petites minutes de parler de choses profondément vertigineuses. Et effectivement, nous avons pour cela le spécialiste. Alors, vous êtes mathématicien, mais ce soir, pour nous, vous serez un peu le scientifique global. Dans un forum global, c'est bien. Voilà, bien. Exactement. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette ère quantique dans laquelle nous sommes supposés déboucher là, courant 2018, car je me suis laissé dire que, outre l'ordinateur quantique, les travaux sur la chose quantique, la mécanique quantique, on était aussi à l'aube d'un bouleversement majeur, et ça peut-être ne le savez-vous pas tous. On va changer de système de mesure. De quoi s'agit-il? On va changer le système d'unité internationale, oui. Un mètre ne sera plus un mètre. Ne sera plus un mètre tel qu'on en avait l'habitude. Et c'était une remarquable idée d'aborder ce sujet dans ce forum. Sujet le plus universel qui se puisse. D'abord, l'ère quantique, voilà, c'est quoi l'ère quantique? On va dire quantique, c'est un concept qui date du début du XXe siècle. Le moment où on s'aperçoit que, effectivement, d'abord, la matière est faite de petits grains insécables, comme on le pensait à l'époque, les atomes, et c'était une révolution. Et c'est une aventure physique qui a demandé beaucoup de mathématiques pour être découverte. Et il faut bien se rendre compte du tour de force. Au début du XXe siècle, on arrive à se convaincre que la matière est faite d'atomes alors que personne n'a jamais vu un atome. Donc c'est d'abord théorique, c'est d'abord théorique, et c'est le fait que certains corps errants dans une solution, on va imaginer des petites particules qui se baladent de façon erratique dans de l'eau, suivent de façon extrêmement précise les statistiques prévues par la théorie, qui font que par la théorie justement des atomes, qui font que le monde scientifique a été convaincu. Et ça, c'était le premier acte d'une révolution extrêmement profonde dans la physique. Qui a été soumise à plein de questionnements. On dit que Einstein ne l'avait pas vu, pas compris, n'était pas d'accord. Alors Einstein arrive sur plusieurs fronts. Einstein est d'accord sur certains points, pas d'accord sur certains points. Il émerge comme la grande figure là-dessus pour la partie théorique. Il est battu en brèche plus tard sur certains aspects, en particulier l'interprétation, on peut dire quasiment métaphysique de ce que sera la mécanique quantique, qui est l'autre gigantesque surprise de ce début de XXe siècle. Non seulement la matière est faite de petits atomes, de petits grains insécables, mais en plus un peu tout s'organise de façon quantique, c'est-à-dire avec des paquets, des quantas. C'est ça les quantas, c'est des... D'accord. Par exemple, voilà, quand vous avez un atome et vous essayez de lui donner de l'énergie, un peu comme quand vous chauffez quelque chose pour essayer de lui donner de l'énergie, vous envoyez de l'énergie à l'atome. L'atome peut passer dans un état excité où il a plus ou moins d'énergie. Imaginez quelque chose qui est plus ou moins chaud, même si l'image est très rudimentaire. Mais en fait, vous pouvez seulement avoir certains niveaux d'énergie. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, et impossible d'avoir quelque chose entre les deux. Ça, c'était quelque chose qui était impossible à concevoir presque à l'époque pour le physicien. Comment imaginer quelque chose qu'on a toujours conçu comme étant continu, soit en fait discret? Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on dit que parfois, grâce à la mécanique quantique, on peut être ici et ailleurs en même temps? Alors, la mécanique quantique, c'est l'un des domaines de la physique les plus mathématisés qui soit, avec la relativité générale d'Albert Einstein aussi. Et la mécanique quantique, elle s'exprime dans un formalisme où les états peuvent s'additionner, comme on dit, peuvent se combiner. Les états ne sont jamais vraiment localisés. Un atome, par exemple, il n'est jamais complètement présent à un endroit, il est diffus en un certain sens dans tout l'espace, même si... Diffus en un certain sens, c'est-à-dire... Oui. Ok, d'accord. Voilà, on peut dire ça. Et quand on fait une mesure, ça c'est comme une opération mathématique linéaire qu'on applique à l'état du système. C'est l'un des
c'est l'un des domaines de la physique dont l'exposé est le plus abstrait, je veux dire, dès le départ. Bon, pour l'instant, tout le monde suit, c'est bon. Tout le monde suit, là, je vois bien. Le physicien Lev Landau disait même que c'était à la façon dont un étudiant réagit à son premier exposé de physique quantique qu'on peut savoir s'il est doué pour la physique théorique ou pas, s'il trouve ça lent, qu'il trouve ça beau ou pas. Alors, mais qu'est-ce qui fait, Cédric, que il a fallu attendre plus d'1 siècle et que tout à coup, le fameux système international d'unité se penche sur cette question et tout à coup que le mètre, le kilo... effectivement, Thierry, donc 1 siècle, c'est le temps qu'il a fallu pour qu'on prenne complètement, et même pas encore complètement, mais possession des possibilités offertes par la mécanique quantique et donc l'utilisation de ces propriétés de la matière à un niveau extrêmement, extrêmement fin. La première grande application, si l'on veut, de la théorie atomique, c'était la bombe atomique, 1945. Quand la bombe explose 6 août 1945 de mémoire sur Hiroshima, l'humanité a changé, le rapport entre la science et l'humanité change et on découvre d'un coup tout ce que peut faire ce qui, il y a juste 30 ans, c'était une théorie fumeuse sur des tableaux noirs sans le moindre financement, et là maintenant c'était le plus grand projet industriel qui avait jamais été développé et l'arme la plus puissante jamais développée par l'humanité. Et après, c'est revenu de plus en plus cette idée qu'en utilisant les avancées de la science fondamentale, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, arrivent des choses extrêmement puissantes. Évidemment, en dehors de tout modèle économique privé d'habitude, les ordinateurs utilisent une partie on va dire, de la physique qui dérive de la mécanique quantique, mais personne n'avait prévu au départ qu'on irait là-dedans. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire sont des ordinateurs qui utilisent directement la technologie quantique, dans lesquels les unités ne sont pas les bits, les unités habituelles telles qu'on a l'habitude en informatique, mais des qubits, des quantum bits, utilisant la propriété de combinaison des états multiples possibles d'une particule pour faire toutes sortes de calculs à la fois, si vous voulez. Il a été démontré qu'un tel ordinateur, si on arrive à le réaliser avec une suffisamment large, arrive à craquer extrêmement rapidement n'importe quel système de cryptage qui est basé sur la factorisation des très grands nombres. Ça veut dire que là, on est complètement au-delà de la loi de Moore. C'est pas la puissance de calcul tous les 18 mois, c'est que là, on est dans quelque chose d'exponentiel. La loi de Moore est déjà exponentielle. Mais si l'ordinateur quantique se fait, ça va être d'un coup quelque chose de bien plus considérable et surtout qui permettra d'aborder le temps qu'il faudra pour factoriser un grand nombre sera un temps qui dépendra assez peu de la taille de ce nombre, alors que maintenant, ces temps dépendent énormément de la taille. Alors, juste avant de revenir à cette espèce d'accélération brutale, ce fameux mètre. Alors, j'y reviens, mais juste pour terminer en disant qu'on parle d'ordinateur quantique, c'est l'un des grands mots. Pour l'instant, l'ordinateur quantique, il n'a jamais fait mieux, je pense, que factoriser 21 égale 7 fois 3. Il n'est pas encore au niveau d'un écolier. On est encore loin du moment où il arrivera à factoriser des nombres gigantiques. Bon, mais juste IBM travaille dessus. IBM travaille dessus, beaucoup d'autres travaillent dessus. Pour l'instant, ce sont des petits systèmes et il y a l'espoir qu'un jour, ce deviendra des grands systèmes avec plein de questions fondamentales. Est-ce qu'on peut les faire grands ? Il y a, parmi les mots-clés qu'on entend aussi, c'est cryptographie quantique. Cryptographie quantique, je dirais juste que c'est une technique qui, si elle est mise au point, et certainement elle sera mise au point bien avant l'ordinateur quantique, permettra d'avoir une sécurité totale. Vous pourrez envoyer des clés partagées à 2 individus qui pourront ensuite communiquer dans un secret qui est garanti complètement, à moins de, bien sûr, soudoyer le scientifique qui est à la manœuvre pour faire ci et ça. Nous restons 2 êtres humains. Alors maintenant, le point que vous évoquez, qui est extraordinaire, c'est qu'avec la mécanique quantique, on est en train, et ça vient de se faire, c'était été 2017, de changer la définition même des unités de mesure. Les unités de mesure, qu'est-ce que c'est ? S'entendre sur ce que c'est qu'un mètre et qu'avec ça, on va mesurer les longueurs. C'était un progrès extraordinaire, issu de la Révolution française et l'une des grandes contributions de la mathématique à la vie de tous les jours. Contribution politique aussi, ça venait dans l'idéal universaliste de la France, l'idée qu'il fallait offrir une unité de mesure au monde, une unité de mesure universelle, et l'idée que la France était le seul pays qui devait remplir cette mission universelle. Qui dit la vérité. Qui dit la vérité aussi. Il n'était pas question d'attendre les Américains, pas question d'attendre les Anglais, c'est un truc typiquement français. En tout cas, le mètre était créé à cette époque-là, et à l'époque, les mathématiciens, les astronomes se sont dit, on va créer le mètre à la façon la plus fondamentale qui soit,
à partir de l'objet le plus universel qui soit. Et l'objet le plus universel qu'ils connaissaient, c'était la Terre. On va prendre la Terre comme unité de mesure, on va mesurer la Terre et décider que la 40 millionième partie du tour de la Terre, ça serait le mètre. C'était un travail extraordinaire, ils sont 2 scientifiques. Il y avait Méchain en particulier qui s'est lancé là-dedans et ils se sont donnés les deux pendant des années. Ça a été un travail de fou où ils ont affronté la guerre, les accusations d'espionnage, l'inflation galopante, les religieux, maladie, tout. Absolument. Et ils ont fini par ramener leur mission, Delambre et Méchain. Il y avait une erreur dans les calculs. Ça a rendu Méchain suffisamment proche de la folie pour qu'il se lance dans une série d'expéditions qui lui coûteront la vie. L'erreur s'est maintenue jusqu'à nos jours. Encore aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la 40 millionième partie de la Terre. C'est pas exactement ça. Et puis, ça, c'est pour dire que le mètre, c'était aussi quelque chose de politique, c'est quelque chose d'économique. En assurant l'universalité, ça a permis les échanges internationaux, ça a permis des échanges clairs et précis. Beaucoup de révoltes aussi. Une des premières révoltes de la mondialisation, c'était lié à l'usage du mètre parce que ça... Une colonisation intellectuelle et scientifique du reste de l'humanité. Oui, et puis impossibilité de jouer sur les marges, de faire des petites tricheries en fonction du changement d'unité de mesure qui permettait de fluidifier. C'était l'étalon. Alors, on a fait l'étalon, et ça a été la définition, et c'était un objet, le mètre, qui représentait la taille du mètre. Et puis le grand changement, maintenant, qui se passe, c'est qu'au lieu de prendre des objets comme référence, on prend uniquement des lois comme référence, en particulier les lois quantiques. La mécanique quantique nous dit que certaines choses sont quantifiées, elles arrivent juste par paquet, et on a par exemple, on sait que si on fait passer un certain atome, mettons un certain élément, mettons le césium, d'un état à un autre, la fréquence d'un photon correspondant à cette transition énergétique, comme on dit, elle est fixée complètement. C'est une fréquence, donc ça permet de définir une unité de temps, et c'est comme ça que vous pouvez définir d'une façon absolue ce que c'est qu'une seconde. Les horloges les plus précises du monde maintenant fonctionnent sur ce principe technologique. D'ailleurs, l'Observatoire de Paris est les plus précises du monde. Ces horloges qui ne prennent même pas une seconde de retard en 1 milliard d'années et qui mesurent la différence... Apple peut se rhabiller. Pas mal, hein? Et qui, selon que vous la mettez ici ou là, mesure que le temps ne s'écoule pas de la même façon en fonction de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et ça vous donne une unité de temps. Et une fois que vous avez une unité de temps, en utilisant le fait que la lumière, autre grande innovation, théorie d'Einstein, relativité, Einstein, Lorentz, Poincaré, la lumière se propage à vitesse constante. Comme vous avez une unité de vitesse qui est donnée par ça, une unité de temps qui est déjà donnée par la mécanique quantique, vous allez pouvoir en définir une unité de longueur. Et c'est comme ça qu'on a redéfini le mètre à partir de la vitesse de la lumière et d'une fréquence d'un photon émis par... On prend un peu de retard, mais je pense que là, on est vraiment dans le dur. On va y rester peut-être encore quelques secondes là-dessus. Allez-y. Non, mais parce que donc, pour nous, en tant qu'utilisateurs, notre mètre, la question... Il va rester le même, je vous rassure. La question, c'est... Les mètres que vous avez achetés, que le double décimètre d'écolier, il est toujours valable. Mais est-ce qu'il va rester le même d'un moment à l'autre de la journée? Il va rester le même d'un moment à l'autre de la journée. Disons, le changement, il est philosophique, il est théorique, mais il représente aussi une évolution technologique. Le fait qu'on se base sur ces lois de la physique fondamentale, au lieu de se baser sur un objet concret, ça reflète aussi le fait que maintenant, dans les enjeux économiques, dans les enjeux industriels, dans les enjeux de développement et d'innovation, ces lois de la physique fondamentale, elles sont là aussi. Et que la mécanique quantique, c'est un enjeu pour les ordinateurs de demain, c'est un enjeu pour l'économie. Alors, dernière question justement, de la même manière que vous disiez qu'on avait eu peur à l'époque de l'instauration du mètre, est-ce qu'on va avoir peur de cette espèce de bouleversement quasi métaphysique de la manière de compter les choses? On va les compter les unes par rapport aux autres, si j'ai bien compris, et non plus en soi. De ça, en soi-même, a priori, pas avoir peur, mais on peut dire indirectement que ça préfigure une ère de précision extraordinaire et aussi de contrôle extraordinaire. Une ère dans laquelle on sera tous fichés avec notre position GPS, qui d'ailleurs fonctionne aussi grâce à des notions de physique fondamentale importantes. Oui, en trigonométrie. Dans laquelle, oui, trigonométrie, mais aussi relativité générale. Je vous expliquerai ça dans une autre interview. En off, tout à l'heure. Mais je l'aurai que pour moi, j'essaierai de tweeter. Et une ère dans laquelle tout sera extraordinairement précis, optimisé. Et il y a eu d'intelligence artificielle, par exemple, qui a été au menu ici et là aujourd'hui. Ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle,
ont peur en particulier, on voit des exemples dans lesquels ça le fait, que ça rende tout trop optimal, que ça optimise les horaires des employés jusqu'à ce qu'ils aient plus de degré de liberté, que ça optimise les échanges économiques jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre marge, et ainsi de suite. Peut-on être un peu positif, Cédric Villani, sur cette affaire de physique quantique et d'air quantique, à part qu'il n'y aura plus de hasard et qu'on sera tous fichés, qu'est-ce que ça peut apporter de super cool? Alors, plein de choses qu'on n'imagine même pas. Et puis surtout, je dirais, moi, ce que je trouve extraordinairement positif dans l'affaire, c'est se dire qu'il y a plein de développements technologiques qui vont venir s'inviter, qui vont changer notre vie aussi en bien, qu'on ne soupçonne pas, mais qui en tout cas vont faire appel à des développements de physique fondamentale, disons les plus théoriques, les délires qui à une époque étaient les délires les plus extravagants dans 2 ou 3 cerveaux humains. Un jour, ça va faire partie de l'économie mondiale. Et c'est comme ça que ça fait partie de l'humanité, cette idée selon laquelle le progrès théorique, le progrès scientifique vient un jour s'inviter dans la technologie, dans notre univers quotidien. Et ça, c'est beau. Oui, c'est classe. Merci. Dernière question. Oui ou non, allons pouvoir est-ce qu'on pourra se téléporter? Oui ou non? Pas de si tôt. Très bien. Merci Cédric Villani. Merci à vous. Et merci à vous tous. Écoutez, heureusement que la téléportation n'existe pas encore, parce que vu le retard qu'on a pris, je vous aurais peut-être téléporté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez eu un aperçu. Merci encore, Cédric Villani, Thierry Keller. Vous avez eu un aperçu du magnifique talent de conteur de Cédric Villani, outre son génie mathématique. Eh bien, nous allons accueillir maintenant une personnalité qui raconte, elle aussi, brillamment des